Merci. Merci Alain. Alors on m'a demandé de souligner quelques réalités européennes innovantes. Bon, je ne vais pas vous apprendre énormément de choses. Je me limite volontairement à quelques-unes et vous comprendrez pourquoi après. Bon, Marie-France est intervenue donc il y a quelques minutes et c'est sûr que c'est une initiative, on l'a expliqué dans la forme qui est nouvelle. Et je crois que c'est aussi la caractéristique du premier relais, donc enfants-parents, hein, qui a donc, on est dans la 26e année, c'est ça, hein, c'est que c'est peut-être aussi la grâce, entre guillemets, des fondateurs de mouvements et d'associations, de fédérations, d'enfoncer des portes, non ? Je pense que tous les relais ne sont pas forcément appelés à ce genre d'opération, mais il y a évidemment dans les différents relais qu'on a sur l'Europe des relais qui ont cette caractéristique d'ouvrir des voies nouvelles. Alors, je voudrais simplement souligner aussi l'expérience italienne. Alors, il y a Paola qui est là, qui pourrait nous en parler. Elle a fait des exposés sur notamment l'Espazio Giallo. Je crois qu'on pourrait rapprocher de l'expérience suisse aussi du chalet bleu, c'est ça? Je ne me trompe pas, le nom? Le chalet, non, il n'est pas bleu. Il n'est pas bleu, c'est le chalet. Bon, j'avais rêvé que, je sais pas, c'est l'espace jaune, le chalet bleu. Voilà. Donc, qui sont, je crois, de vrais espaces thérapeutiques, et j'espère ne choquer personne, et surtout pas les Suisses, dans le sens où ce sont des espaces qui permettent d'accueillir l'enfant avant et après la rencontre avec le parent. Je parle sous le contrôle des auteurs. Et c'est donc un vrai travail qui est fait sur la relation. Hein. On prépare l'enfant à la rencontre et ensuite on recueille ce qui s'est passé de la rencontre. Hein. Donc concrètement, ça se fait à Milan, dans la prison des Vittore, non? C'est ça, hein, Vittore. Et en Suisse, donc dans un chalet qui est devant la prison, hein, à Genève. Voilà, et je crois que c'est bon, vraiment deux choses qui sont un peu caractéristiques. Alors maintenant, je peux vous parler, venant moi-même de Barcelone. Alors je précise que je suis catalan-français, mais que je vis à Barcelone depuis 15 ans, parce que sur ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous parlez bien français? Je vais devenir tout rouge. Mais on a nous, quelques caractéristiques aussi. Le fait qu'on n'a pas besoin, comme en France, pour accompagner un enfant en détention, de demander un permis, c'est un fait ipso facto de droit. Ça change pas mal de choses parce que, du coup, vous l'imaginez, on a beaucoup moins d'accompagnement, de nécessité d'accompagnement. Alors, on en a quand même, dans un domaine qui n'est pas facile, c'est-à-dire que c'est souvent dans le cadre de violences domestiques qu'on intervient. Donc, pour conduire l'enfant, parce que le papa ou la maman ne peut évidemment pas, ayant un ordre d'éloignement, réaliser la visite. Alors, ce fait d'être limité par le nombre d'accompagnements nous a conduit, d'une part, à travailler après la sortie de prison, c'est-à-dire qu'on essaie de maintenir le lien enfant-parent après la détention, parce que ces conflits durent, ils ne sont pas réglés. Et quelque part, on se voit mal abandonner l'enfant après l'avoir accompagné pendant plusieurs années, sachant qu'il n'y a pas de dispositif administratif qui, pour ces enfants-là, prennent le relais.
On est dans une complexité qui est beaucoup plus grande qu'ici. Nous n'avons pas non plus la figure du juge des enfants comme vous. Donc on navigue d'un point de vue juridique, entre des dossiers qui sont dans différents secteurs géographiques et juridiques. Cela nous oblige à prendre évidemment certaines précautions, notamment à informer la juridiction qui a prononcé l'ordre d'éloignement que nous sommes au milieu d'un père et d'une mère et que nous n'allons pas rompre cet ordre d'éloignement, mais que bien au contraire nous sommes là pour essayer de le faire respecter. Voilà. Dans l'intérêt de l'enfant, hein, n'oublions jamais que nous agissons dans l'intérêt de l'enfant. Alors, je ne dois pas vous cacher qu'on est encore à l'étape de recherche. Hein, le relais, le REP Barcelone est né, nous sommes dans la 7e année maintenant, mais on est encore en train de chercher comment naviguer dans toute cette réalité. Par ailleurs, le fait d'avoir moins d'accompagnement nous a par contre poussé à développer davantage des ateliers, mais sous une forme de soutien à la parentalité, mais sous une forme qui est peut-être un peu différente de ce que j'ai vu en me déplaçant dans l'Europe, à savoir qu'on a une forme qui serait plutôt du style à l'américaine, je dirais, de ce qui se pratique aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus formel, beaucoup plus didactique. On a une série d'une douzaine de modules, plusieurs sessions par an dans plusieurs prisons, une session qui se fait avec hommes et femmes dans la même prison, une douzaine de modules. Ça a l'avantage, surtout quand on intervient dans un centre où il y a des gens qui sont en détention préventive, et où il y a beaucoup de mouvements, de permettre à une personne qui ne va pas pouvoir suivre toute la session, au moins d'attraper un module ou deux ou trois, et faire que ça reste cohérent. Voilà. Alors, ces ateliers, on a... alors, je dois préciser aussi que nous sommes tous volontaires, mais c'est un type de volontariat un peu particulier, parce qu'on a en fait beaucoup de volontaires qui sont des professionnels ou des anciens professionnels. Alors cet atelier, concrètement, il y a une pédagogue, une assistante sociale qui a travaillé avec Aldeas Infantiles en accueil de mères avec enfants pendant une vingtaine d'années, plus un pool de 3 juristes. Au niveau du contenu de ces modules, on travaille déjà au départ à partir des souvenirs. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu te souviens, bon. En faisant attention à ce que ça ne devienne pas un groupe de parole. Donc on a les personnes qui sont le cadre qui permettent de garder le contrôle. Nous avons un module qui explique depuis la loi espagnole ce qu'est être père ou être mère. Alors l'avantage, c'est que la loi décrit très très bien la fonction parentale, et pour ça nous avons un juriste qui est donc docteur, qui a fait son doctorat sur des questions d'adoption, et 2 autres juristes qui sont spécialisés en droit sur la question des enfants. Et puis on a encore d'autres services qu'on met en route un petit peu au fur et à mesure qu'on avance dans cette expérience, à savoir que ces 3 juristes ont démarré l'année dernière une expérience pilote. Alors c'est un peu lent, on ne peut pas encore en tirer de conclusion parce que c'est lent à se mettre en place, mais ils assurent un service juridique gratuit uniquement en termes de filiation. Ce qui a permis, entre autres, à des mères ou à des pères à qui on a retiré la patria potestas de leur enfant,
de signifier par écrit ce qu'a été cette expérience pour eux, hein, de dire à leur enfant, si celui-là veut connaître ses origines plus tard, etc., de mettre par écrit, de laisser des lettres. Alors on a fait ça concrètement, on n'a pas de lieu très spécifique pour laisser ces lettres, donc c'est déposé devant notaire, quoi. Voilà. Alors que deviendra cette expérience, nous en reparlerons, mais on avance doucement. Alors j'aurais voulu simplement aussi signaler que, enfin je vous l'ai déjà dit, mais que pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on a réussi à obtenir de l'administration, alors catalane cette fois-ci, puisque vous savez que nous sommes une autonomie, que les services pénitentiaires sont décentralisés sur la Catalogne, ce qui fait qu'on a 10 000 détenus en Catalogne, sur 60 000 en Espagne, c'est quand même beaucoup. Mais cette prison moderne, dont la plus ancienne a une quinzaine d'années. Donc on travaille dans ces prisons modernes type Réau, Rennes, enfin, etc. Et on a obtenu que les rencontres enfants-parents que nous réalisons ne soient pas décomptées des rencontres qui sont autorisées chaque mois. Et c'est une volonté de l'administration comme du relais enfants-parents de s'appuyer sur le droit de l'enfant. C'est la grande question, mais il est évident, et je suppose que pour vous c'est un peu pareil, mais pour agir auprès d'un enfant, eh bien, on doit toujours s'appuyer sur le droit du parent. Et évidemment, le droit de l'enfant reste de côté. C'est un changement qu'il faut essayer d'effectuer dans les mentalités, et c'est évidemment complexe. Alors, je voudrais vous dire que, en entendant parler Étienne ce matin et en écoutant le film, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Et je crois que je suis frappé, j'ai été frappé par ailleurs de l'intervention d'Alain qui nous a dit on peut estimer que l'enfant est en situation de risque majeur, mais il ne faut pas systématiser et l'enfermer. Je pense que cette attention à la relation enfant-parent que soulignait Alain ce matin, plus qu'à l'impact psychique de la prison sur l'enfant, est vraiment une caractéristique des relais enfants-parents. Et je crois que cette relation, en fait, elle est sous-tendue par une conception de la famille et de l'enfant en tant que membre de cette famille qui est propre à nos cultures latines. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous le disais en commençant, je ne souhaite pas évoquer aujourd'hui avec vous d'autres expériences qui sortent de ce contexte, parce que je pense que là, nous avons quelque chose qu'il faut retenir et dont il faut prendre de plus en plus conscience. D'autres organisations sont effectivement plus préoccupées par l'aspect anxiogène et ils mettent en place des programmes qui sont plus, ils consacrent leurs énergies à des programmes qui sont plus pour amortir en quelque sorte, on pourrait dire, ce fait d'un univers qui est inadapté et violent et brutal et qui est de fait anxiogène. Et dire que nous centrons notre effort sur la relation ne signifie pas que, bien évidemment, que nous ne sommes pas conscients de ce réel.
Alors, cela me permet d'introduire, Alain, il faisait allusion, une perspective pour les relais enfants-parents, qui est celle d'une participation au Conseil de l'Europe. Alors, je voudrais vous dire et vous redire, quoi, puisque de quoi s'agit-il, hein? Cette institution a profondément modifié le visage de l'Europe d'aujourd'hui. Elle a profondément humanisé et contribué à humaniser la situation de la détention dans l'ensemble de l'Europe. Alors, quand on parle du Conseil de l'Europe, je voudrais vous dire ce qu'on peut en attendre et ce que cela signifie pour nous. Tout d'abord, vous redire ce qu'il n'est pas. On fait souvent des confusions, et même parfois des députés européens, des députés nationaux, pardon, font des confusions. Vous tapez dans Google Conseil de l'Europe, et Google vous suggère le Conseil européen. Hein. Ce qui n'a absolument rien à voir, le Conseil européen étant la réunion des chefs d'État de l'Union européenne, et il ne s'agit pas du Conseil de l'Europe. Souvent, on confond aussi le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Au niveau des cours européennes, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais nous avons donc la Cour de justice de l'Union européenne, Marie-Jeanne, au Luxembourg, hein, qui assure le respect des droits communautaires et l'application des traités, et la Cour européenne des droits de l'homme, qui est donc l'organe, cette fois-ci, du Conseil de l'Europe, créé par la Convention des droits de l'homme. Elle assure donc le respect de cette convention par les États parties. Alors, le Conseil de l'Europe, c'est donc une organisation au niveau du continent européen. Il y a 47 États, dont 28 forment l'Union européenne. Vous voyez, quand on dit que l'Union européenne, c'est quelque chose d'énorme, bon, toutefois, 47 États sont membres du Conseil de l'Europe. Le seul pays qui n'est actuellement pas dans le Conseil de l'Europe, c'est la Biélorussie, qui n'a pas et qui n'entend pas pour l'instant avoir les conditions requises en matière de droits de l'homme pour devenir membre. C'est le seul État du continent européen qui ne fait pas partie du Conseil de l'Europe. Il est donc la première organisation de défense des droits de l'homme. Alors, je voudrais dire, c'est très important, je crois, pour comprendre où nous en sommes, c'est qu'aucun pays de l'Union européenne, donc des 28 pays de l'Union européenne, n'est devenu membre de l'Union sans avoir préalablement été membre du Conseil de l'Europe. Voilà. Alors je voudrais maintenant, si vous me permettez, que pendant quelques minutes, on regarde un petit montage que j'ai fait pour revoir quelques étapes du Conseil de l'Europe qui sont notre histoire, pour essayer de prendre conscience ensemble de tout le chemin qui a été parcouru. Voilà, je peux... Alors, à la fin du montage, on entendra aussi quelques mots de Robert Schuman, donc père de l'Europe. C'est un peu long, mais j'ai voulu mettre ce document parce que c'est un document d'histoire, quoi. Par rapport au scepticisme européen et à la crise dans laquelle on est, hein, j'ai moi-même assisté il y a 3-4 ans à une conférence à Madrid sur la crise où on explorait que l'aspect économique. Il est évident que quand on regarde le chemin parcouru, on ne peut pas limiter la construction de l'Europe à un bilan pessimiste et négatif économique. Hein, c'est bien plus que ça, et je crois que c'est important de le comprendre au moment où d'une certaine manière, nous mettons un petit pied dans cette organisation internationale. Hein, vous pourriez vous dire, mais qu'allons-nous faire au Conseil de l'Europe?
Bon, alors, surtout croyez bien que nous sommes dans le sujet et pas hors sujet. Il s'agit bien de l'enfance, des enfants et des enfants de parents détenus. C'est un statut participatif, alors c'est une caractéristique du Conseil de l'Europe aussi, c'est d'avoir voulu faire participer la société civile à travers les ONG, les OING dont nous sommes, à la construction des projets européens. Donc si vous voulez, les perspectives, les possibilités, elles sont diverses. Hein. Pour nous, on est en train d'essayer de faire un peu un bilan. Quand on met le pied dans cette grande organisation, vous vous doutez qu'il faut un certain temps pour prendre ses repères. Mais nous avons déjà quelques pistes pour essayer de faire inscrire la cause des enfants qui ont des parents détenus dans les programmes au service de l'enfance. Les moyens du Conseil de l'Europe sont colossaux. Ce que nous venons de voir, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Vous imaginez qu'il y a eu de la formation qui s'est faite dans tous les États pour apprendre ensemble ce qu'est la démocratie. Actuellement encore, il y a des délégations de pays qui viennent à Strasbourg pour des formations. C'est un travail absolument colossal. C'est pour ça que ces commissions comme la commission de Venise, la commission Lanzarote dans le domaine de l'enfance sont capitales. Elles ont permis de faire avancer la commission Lanzarote, la justice, notamment en permettant de poursuivre des agresseurs au-delà de leurs frontières. Avant, c'était absolument impossible, au-delà de leurs frontières nationales, quoi. Alors après, bon, nous avons différentes pistes et nous sommes surtout en train d'essayer de nous attacher à élaborer une stratégie pour permettre donc d'inscrire dans les programmes à venir. Il faut savoir qu'il y a notamment un programme qui s'appelle Construire l'Europe avec les enfants et pour les enfants. Donc nous connaissons actuellement les difficultés des fonctionnaires du Conseil de l'Europe pour faire rentrer cette catégorie enfants ayant des parents détenus dans ces programmes. Et donc un des défis des prochaines années pour les relais, c'est de leur fournir l'argumentaire technique nécessaire pour pouvoir mettre en route un soutien aux enfants de parents détenus en Europe à travers le Conseil de l'Europe. Voilà. Est-ce que tu veux voir? Non. Bon. Ah oui, s'il y a des gens qui s'intéressent, j'ai simplement vous recommander quelques ouvrages pour les gens qui dépriment au niveau de l'Europe économique, le rapport Schuman. Vous y trouverez beaucoup de choses et sans doute un certain nombre de choses qui peuvent vous rassurer. Ça, c'est un livre d'un Allemand qui revisite l'Europe, c'est tout récent, ça, qui revisite l'Europe sur les lieux où il y a eu les grands événements. C'est un livre qui est intéressant aussi. Et puis ça, c'est un autre livre qui a été publié par les démocrates chrétiens, Voyage au cœur de l'Europe, et donc il reprend toute l'histoire du Conseil de l'Europe. Voilà. Ça se lit, hein. Je vois Marie-France qui dit c'est épais, mais non, ça se lit très bien. Je voudrais juste une anecdote, comme ça vous saurez que ça existe aussi, puisqu'il y a tellement de réalités que il y a 6 ans, j'ai participé à la réunion des responsables des pénitentiaires des différents pays, qu'il y avait les lieux à Édimbourg à l'époque. J'ai donc connu la délégation française et la délégation, plus à fond, la délégation de l'Espagne. Et je me rappelle, donc moi je débarquais dans cet univers où il était question de la prison en tant que crise, que faire. Bon. Je débarquais dans cet univers et première journée, il y avait le responsable de la délégation de la Fédération de Russie qui était présent.
qui nous montre un PowerPoint, et je vois, au sublime, le top du top à l'époque, je parle d'il y a 6 ans, un dortoir, alors une espèce de lit d'une quarantaine de mètres de long contre un mur, avec une version peint en rose et une version peint en bleu. Et c'était évidemment le dortoir, le top du top. Et alors, bon, j'étais quand même un tout petit peu surpris. Et à la fin du PowerPoint, prend la parole de la personne qui avait la présidence en disant que donc cette personne allait partir à la retraite et qu'il fallait la féliciter pour l'avancée qu'elle avait procurée à la Fédération de Russie. Et effectivement, ils avaient fait sortir 80 000 détenus de droit commun des prisons russes. Et alors, j'ai pensé, heureusement que tu n'as pas souri et que tu n'as pas réagi en voyant ce petit lit bleu et rose, parce que ça aurait été vraiment un propos déplacé. Et c'est sûr que c'est très impressionnant. C'est pour ça que je vous disais, c'est très important de réaliser ça, je vous disais qu'aucun pays de l'Union européenne n'est entré sans passer par le creuset du Conseil de l'Europe. Actuellement, vous le savez, vous avez vu, la Turquie et la Grèce ont été dans les premiers pays à adhérer. La Turquie, pour l'instant, c'est gelé au niveau de l'Union européenne, hein, et ça avance à pas très lent. On se demande même si ça ne recule pas. Mais c'est un travail de fourmi qui se fait, et voilà. Mais sachez que, bon, nous avons un petit pied dans cette grande réalité. Pour le moment, oui, mais j'espère que je serai rejoint par d'autres, mais je ne suis pas tout seul. Mais... Évidemment, oui. J'ai déjà du mal à comprendre, à supporter les administrations nationales. Et je trouve qu'il faut, c'est pourquoi ton film est intéressant, mais je trouve qu'il faut beaucoup de passion pour cette énorme machine pour pouvoir y intervenir efficacement. Moi, je suis incapable d'intervenir. Oui, peut-être parce que c'est une autre temporalité. J'adhère complètement à ce que vous dites, parce que je pense que les prisons, pour avoir un recul maintenant d'une vingtaine d'années, ont avancé grâce à l'Europe. Que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont beaucoup de gens ne savent vraiment pas d'où il sort, c'est l'Europe, le défenseur des droits, etc. Donc je pense que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on voudrait l'instantanéité des choses, alors qu'on est sur d'autres types de temps. Ensuite, merci de dire ça, merci. C'est la question de la culture, aussi, parce que moi je ne suis pas pour un langage commun. Je suis pour connaître le langage des autres, faire partager le mien et trouver des bases. Parce que très bien. La culture commune, c'est... Non. Moi je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'on a tout à y faire. Voilà. C'est pour ça, mais je ressaisis la balle au bond, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, relais enfants-parents. Enfin, c'est quand même très frappant de voir que ça a été mis en route il y a 26 ans, et que bon, en arrivant ici de Barcelone, on se sent chez soi, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Et ça, il faut en prendre conscience. Parce que, comme vous le dites, il ne s'agit pas de faire une globalisation de la culture qui s'achève en une espèce de bouillie. Donc soyons conscients de ça, soyons conscients de ce que nous sommes, de notre identité. Accueillons la différence, bien entendu, mais soyons nous-mêmes. C'est très important. Ouais. Bon, aussi. Quelques minutes. Non, je voudrais juste rebondir sur un mot, parce que justement ce matin, Alain a ouvert la journée sur la question des mots. Il y a un mot dont parlait la dame avant aussi, que vous avez Marie-Jeanne. Ouais. C'est thérapeutique. Je ne
sais pas ce que c'est être thérapeutique, mais pourquoi la vie, l'expérience, la rencontre humaine, le fait que les gens avancent, vous en parliez pour des expériences, je pense qu'on veut forcément que ce soit thérapeutique. C'est l'humanité. Oui, ça l'est naturellement, ouais. Voilà. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. C'est simplement des rencontres humaines qui permettent aux gens d'avancer. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que sinon, enfin après ça c'est mon truc, on médicalise ou on psychiatrise. Oui, non, tu as tout à fait raison. Ouais. On a marre, enfin, je veux dire, c'est la vie. Quoi. Complètement d'accord. Le glissement vient de l'habitude, de cette mauvaise habitude que l'on a eue de limiter le terme soin. Soin, c'est sollicitude. Prendre soin, on prend soin de c'est l'hôpital d'ailleurs. Parce qu'on a fait du soin un monopole médical. Alors que ce n'est pas du tout ça. Le soin, c'est la sollicitude. Il faut être dans une attitude de soin, revendiquer être soignant, être dans le soin, même si on n'est pas dans le champ. On n'est peut-être pas soignant, mais en tout cas, on est du côté de l'accompagnement. On est du côté de celui qui décide de prendre soin. C'est parce qu'on a une certaine appréhension à dire soin qu'on veut susciter un mot qui est d'adapter. Alors, je dis ça parce que, bon, c'est pas le lieu d'en parler, mais c'est quand même quelque chose qui est très fort. Au niveau des politiques pénales, la question du soin et du thérapeutique, elle est instrumentalisée. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une rigueur dans les mots, parce qu'après, à notre insu, on se fait on se fait avaler par et on peut dire cet atelier thérapeutique il pourrait permettre d'avoir des RPS et etc. Ah d'accord, ouais, je vois, c'est piégé, ouais. Merci. Ouais. Si on doit ajouter de la rigueur, j'en rajouterai de ce qui a été entendu, et c'est vrai que ça s'appelle un groupe de parole. Un groupe, je ne connais pas de groupe de silence. C'est un groupe, ça parle. D'ailleurs, les Anglais parlent de groupe un groupe de silence, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vrai qu'on a une manière de penser le groupe tellement difficile, alors là, dans notre culture, je pense que c'est lié à des choses très, très profondes. On a voulu absolument créer des lieux où on sacralise la parole, mais le faisant, on la rend impossible. Il ne faut pas l'abrer pour donner un jour naissance à la parole. Il faut créer la condition de la parole, et la condition de la parole, c'est la palabre. Et ça, c'est... Merci. Il faut conclure parce qu'on arrive à la fin. Il y a moi qui ai une question. Oui, j'avais une question beaucoup plus terre à terre, je suis désolée. C'était par rapport à vos interventions à Barcelone, d'après ce que j'ai compris. Oui. Vous disiez que vous interveniez pas mal dans les situations où il y avait des mesures de développement. Ouais, exact, oui. Nous, on est dans des grosses interrogations à Marseille par rapport à ça, justement parce que des situations de violence conjugale, il y en a beaucoup. Ouais. On s'interroge beaucoup sur comment on accompagne, comment on peut évaluer l'intérêt des enfants. Est-ce que vous faites un travail en amont avec les enfants avant de les accompagner Alors on a effectivement, on a dans les sessions dont je vous parlais, un module qui est préparer la rencontre enfant-parent en détention. Mais de façon générale, je parle de ces rencontres particulières. Alors oui, alors s'il y a une personne qui s'occupe de préparer la famille quelque part, il y a moi-même qui fait intervenir, j'interviens moi-même, mais si nécessaire, je fais intervenir aussi l'un ou l'autre professionnel en fonction du cas, auprès du détenu ou de la détenue ou de la personne détenue. Parce que, bon, nous savons d'entrée, sur un cas précis, les difficultés qu'il peut y avoir. On travaille avec l'administration pénitentiaire, vraiment, on est vraiment partenaire, c'est-à-dire qu'on a accès, il n'y a pas de confidentialité, si vous voulez, au niveau d'un dossier. Hein. Et ce n'est pas nous qui l'avons demandé, c'est l'administration elle-même qui estime que dans l'intérêt de l'enfant, on doit être très éclairé sur les contenus du dossier. Alors, je ne sais pas si on peut, parce que je vois des réactions, je ne sais pas si on peut
si on peut faire des comparaisons avec la France, parce que c'est les dispositifs d'encadrement de l'enfant n'étant pas les mêmes, nous on est quelque part moins protégés que vous. Vous avez beaucoup d'intervenants, ça complexifie aussi parfois la relation. Mais je veux dire, nous c'est vrai qu'on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons réclamé nous-mêmes, c'est l'administration elle-même qui estime qu'on doit savoir un certain nombre de choses. Donc ça permet effectivement de déminer le terrain avant... Mais la question pour moi, on cherche des pistes. Mais nous aussi, on cherche des pistes. L'enfant, ça lui fait du bien ou ça lui fait pas du bien, c'est ça. Oui. Comment on peut évaluer ça? Est-ce que, voilà, moi j'aurais voulu savoir s'il y avait un peu des pistes de ce côté-là, avant d'amener un enfant voir son père qui a souvent maltraité sa mère devant lui, voire plus, quand il n'a pas tenté de la tuer. C'est pas des enfants qu'on peut accompagner comme ça, juste, voilà, on cherche des pistes. Ouais. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement on essaye de mettre en commun au fur et à mesure qu'on avancera sur ce chantier, de faire une mise en commun. Ce que je peux vous dire, c'est que nous aussi, nous avons des questions, que nous essayons de faire le point avec les professionnels sur ces questions, qu'il n'y a pas, comme disait Alain, de toujours, ou de jamais, que c'est au coup par coup. Voilà. Je crois que la bonne question, c'est pas... Il faut souvent reformuler les questions. C'est pas de savoir si ça fait du bien ou si ça fait du mal. Ça, c'est pas une bonne question. C'est savoir ce que ça fait. Ça ne peut pas... Oui, c'est pas tout blanc, tout noir. Il faut comprendre ce que ça fait et ensuite voir s'il était pertinent de faire. Et dans quelles conditions faire. Moi, je crois que la question souvent de l'accompagnement de l'enfant ayant été témoin de violence familiale n'est pas une bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on met en place dans l'accompagnement pour pouvoir être à disposition de cet enfant qui va être, bien sûr, percuté par la rencontre de l'auteur de violences au salaire. Il sera trouvé. Vous savez, je fais beaucoup de rencontres, on en fait à Île-de-France, d'enfants avec des parents psychotiques. La question n'est pas de savoir si ça leur fait du mal, si ça leur fait du mal. C'est compliqué de rencontrer son parent psychotique. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que l'on met à disposition de l'enfant et de la rencontre pour que l'enfant puisse élaborer quelque chose et faire quelque chose de ce qu'il a, et de ce à quoi il a été confronté. Comment on l'aide à élaborer quelque chose. Vouloir protéger l'enfant avant de le mettre en situation, c'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est faire et accompagner ce que l'on fait d'un véritable encadrement. Si je comprends bien, en fait, c'est le mettre en situation et après voir. C'est pas après, c'est même déjà élaborer un cadre pour qu'il puisse rencontrer et élaborer en même temps. C'est penser le cadre. Vous savez, c'est comme au niveau européen, on a été pendant des années sous la question, sous le joug de cette question. Ça a été l'un des premiers rapports autour duquel j'ai travaillé au niveau européen. C'est faut-il des enfants en détention ou pas? Moi, j'ai toujours prétendu que la question était idiote. C'est pas faut-il des bébés en détention, c'est dans quelles conditions on peut aller à des bébés en détention qui est la vraie question. Dans quelles conditions, quelles sont les conditions nécessaires pour autoriser la visite, autoriser la détention, la co-détention de l'enfant, et quel seuil rend incompatible le développement de l'enfant et la détention. C'est qu'on met comme moyen à disposition de cela qui est important. C'est tout l'esprit un peu des relais, c'est ce que l'on met à disposition des rencontres, de la rencontre enfant-parent qui doit nous faire réfléchir, et c'est en fonction des moyens que l'on met, des moyens humains, de réflexion, de pensée, d'intelligence, les moyens que l'on met autour de ces rencontres, que les choses se jouent. C'est pas a priori, dans tel contexte, il faut ou il ne faut pas, parce que le père est un monstre, parce que le père a frappé. Ça, c'est pas une vraie question. Elle n'est pas humanisée.
elle est sur de l'agir qui doit être dépassé, parce que c'est ça, humaniser, c'est dépasser les agirs qui ont figé le temps à un moment donné. Et ça demande de la pensée. Il faut penser les cadres qu'on offre, plutôt que de se demander a priori si on y va ou si on n'y va pas. C'est toute la dynamique. D'ailleurs, ça m'aura permis, la conclusion, c'est ça, renvoie à l'esprit des relais. Je voudrais, pour conclure quand même ce qu'il le faut, dire deux choses. D'abord, m'excuser, parce que vous avez vu, je m'agite beaucoup avec la main, et que je dois ça à une orthophoniste qui m'a expliqué que, vu mon état, il fallait que j'accompagne mon propos de la main pour me rendre audible. Donc j'accompagne mon propos de la main. Et ça marche, j'ai une voix qui porte beaucoup mieux. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est parfait. Depuis que je fixe ce... Ouais. Donc ça me donne une gesticulation un peu pantomimique, mais c'est pas... Vous avez le droit à des pantomimes, en plus du propos. C'est quelque chose. Et puis je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui sont venus parler avec ce qu'ils sont. Ils ont communiqué bien davantage qu'un savoir ou que des connaissances. Ils nous ont communiqué, on l'a senti, leur vitalité, la volonté qu'ils mettaient à faire, et ça c'est tout à fait remarquable. Ça fait la force du mouvement. C'est tout à fait précieux. Le mouvement est confronté à des difficultés. Vous savez, la fédération est confrontée à une difficulté énorme. Son budget a été réduit de 60%. Donc nous avons dû préparer des journées européennes et puis des journées nationales avec un budget amputé de 60%. C'est des difficultés qui sont des difficultés passagères, je l'espère, mais enfin, qui sont des difficultés qui sont finalement pas grand-chose à côté de ce que l'on est capable de mobiliser en énergie, dès lors où on est attaché à ce que l'on fait. Et ça, c'est ce qui est précieux, et c'est ce qui a été communiqué par les différents intervenants, et je voudrais les en remercier. Tout à fait remarquable. Vous proposez de nous retrouver demain pour un travail en atelier, de réflexion, d'échange autour de nos implications, de nos pratiques. Finalement, la pénurie auquel nous avons été confrontés, qui nous ont obligés à centrer ces journées sur les seules actions relais, aura eu cet intérêt, c'est de peut-être nous amener à nous rassembler plus que nous l'étions dans les journées nationales qui précédaient, où nous nous dispersions sur des thèmes qui nous étaient un peu étrangers. J'espère que la journée vous aura intéressé.